Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, sommes-nous trop durs avec nos hommes et nos femmes politiques? Pourquoi aimons-nous tant les détester? Dans son livre, On a les politiques qu'on mérite, publié chez Fayard, notre premier invité remonte aux origines de notre détestation des politiques et pointe notre responsabilité collective. Nous avons contribué peu à peu à rendre la politique détestable et impraticable, écrit la politologue Chloé Morin. Cette ancienne conseillère des premiers ministres Jean-Marc Ayrault, Emmanuel Valls, passée par Ipsos et la Fondation Jean Jaurès, a depuis créé sa propre société de conseil. Bonjour Chloé Morin. Bonjour. Bonjour. Avec nous également le journaliste éditorialiste Nicolas Doménac, co-auteur avec Maurice Safran de Macron, pourquoi tant de haine? C'est une question qui paraît chez Albin Michel. Ouvrage qui revient sur les relations entre les Français et leur président, l'actuel surtout, qui suscite peut-être plus de haine que ses prédécesseurs, une rancœur particulière, en tout cas singulière, écrivent ses auteurs, une haine brûlante qui parfois soulève ce pays fracturé et déchiré. Bonjour Nicolas Doménac. Bonjour. Vous invitez Chloé Morin à plus de bienveillance de notre part envers nos élus. Pourquoi ? On voit bien dans toutes les études d'opinion depuis des années maintenant que les politiques sont de plus en plus décriées, voire détestées. On verra l'exemple d'Emmanuel Macron justement avec Nicolas Doménac, mais globalement, c'est toute la classe politique qui est rejetée. Et au fond, ce à quoi cela conduit, c'est à se détourner des urnes ou à voter pour des gens qui se présentent comme anti-politique, anti-système, donc plutôt les extrêmes. Et au fond, si on prend un tout petit peu de recul, on voit que ça n'aboutit qu'à une chose, c'est à affaiblir la démocratie et pas du tout à améliorer le débat public et encore moins l'efficacité de l'action publique. Donc, on peut porter un regard critique sur les politiques, c'est mon cas, un regard critique sur les médias, etc. Mais si on ne se pose pas la question de ce qui est de notre responsabilité à nous, électeurs, dans tout ça, je pense qu'on manque une partie essentielle du problème. Alors c'est intéressant parce que cette fameuse bienveillance, c'était justement l'une des promesses du candidat Emmanuel Macron, Nicolas Doménac. Or, s'il y a bien quelque chose que ses détracteurs lui reprochent, à raison, c'est cela, une présidence rapidement trop technocratique, déconnectée du réel, sans bienveillance, vous dit notamment l'avocat François Sureau, que vous avez rencontré, et qui, lui, est régulièrement monté à la barre pour défendre les libertés pendant ce quinquennat. La bienveillance, c'était la promesse de départ. Il n'a pas réussi à l'incarner, cette bienveillance En tout cas, qu'il appelait de ses voeux. il l'a égaré en route, mais c'est vrai que c'était sa marque de fabrique. Alors c'était au départ, ne sifflez pas l'adversaire, mais aussi ne dites pas de mal. Nous participons d'un système qu'a évoqué Chloé Morin à l'instant, d'un système commun. Et donc siffler l'autre, c'est se siffler soi-même. Sauf que, effectivement, il a perdu ce très bel engagement en route, et ça se manifestait par beaucoup de choses, soit par les petites phrases qui lui ont fait beaucoup de mal, ces petites phrases où il exprimait du mépris de manière inconsciente pour les gens, mais aussi par le mépris des corps dits intermédiaires, c'est-à-dire aussi bien les syndicats, et d'abord la CFDT, le premier des syndicats, qui ont fait que la machine s'est grippée souvent et que la défiance qu'on peut évoquer pour l'ensemble des sachants, de ceux qui détiennent une partie de pouvoir, s'est transformée à certains moments et continue d'ailleurs à se transformer en un magma de détestation et parfois de haine jaillissante quand la situation le permettait. Macron, pourquoi tant de haine? Si on repose la question de ses prédécesseurs, est-ce qu'il fait l'objet, est-ce qu'il est le sujet d'une détestation particulière, ou est-ce qu'il est tout simplement le produit de son époque, comme l'évoquait Chloé Morin à l'instant, c'est-à-dire qu'il subit cette défiance en progressive, en cascade, que les hommes et femmes politiques subissent et connaissent depuis quelques années. Il y a des paramètres qu'on retrouve pour tous les présidents de la République, puisqu'on est un peuple à la fois monarchique et régicide. Et donc on aime mettre quelqu'un sur le trône, ou quelqu'une, donc quelqu'un pour l'instant, et puis dès qu'il est installé, on secoue le trône et on a envie de lui couper la tête. Donc ça, c'est des paramètres. Et il semble que ces dernières années en plus, le mouvement populiste, au fond, qui a envahi le monde entier, ne nous a pas épargné davantage, et toutes les personnes détenant du pouvoir ont fait l'objet de
chose. Mais il nous semblait, d'ailleurs Chloé Morin l'évoque dans son livre aussi, qu'il y avait quand même quelque chose que moi, je n'avais jamais vu, des manifestations où on porte la tête du monarque républicain au bout d'une pique, où des enfants traînent des guillotines sous les applaudissements de la foule, avec des lueurs de brasier dans les yeux. Ça, moi, je n'avais pas vu une telle haine se manifester. Et je terminais en disant que nous, on n'est pas partis sur la haine quand on a voulu faire ce livre avec Maurice Safran. On a voulu raconter un homme politique, un président de la République confronté au pouvoir. Et c'est peu à peu, en avançant, qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose quand même dans ce pays de fracturé, qui était au fond quelque chose d'irréductible et qu'on allait retrouver dans l'élection présidentielle, on le verra, même s'il a quand même la faveur d'une partie de la population, il y a cette détestation particulière qui se focalise sur lui. Et cette fracture, c'est justement peut-être ce qui est au cœur de cette relation entre les Français et leurs responsables politiques, hommes ou femmes confondus, en dehors même de la figure du président, de cette figure monarchique, si propre à la cinquième aussi, Chloé Morin. Il incarne d'une manière très particulière notre rejet des politiques parce que, quelque part, si vous voulez, l'image d'Emmanuel Macron, c'est l'image de la réussite, ou d'une certaine forme de réussite, politique bien sûr, mais avant ça économique, et puis l'image de quelqu'un que globalement tout le monde considère comme supérieurement intelligent. Et donc si vous voulez, ces traits de caractère ont dérivé, ont engendré un sentiment, et il y a participé activement, évidemment, avec des petites phrases, etc., et une politique qui était vécue comme antisociale, ont engendré en écho un rejet qui est le sentiment d'être méprisé et d'être... et si vous voulez, tout cela, ça se nourrit du sentiment global de déclassement. C'est-à-dire qu'une France, vous l'avez dit, fracturée, mais une France surtout qui se sent déclassée et qui a peur de ne pas boucler ses fins de mois, qui a peur d'être au chômage, etc., vit d'autant plus difficilement un président qui est l'expression d'une classe économique, intellectuelle, politique que l'on sent à l'abri de toutes les difficultés de la vie. Donc si vous voulez, je pense que c'est pour ça aussi que la haine est si importante, c'est qu'il incarne vraiment tout ce que nous ne sommes pas, et toutes les toutes les facilités que l'immense majorité des Français n'ont plus. Vouloir emmerder les non-vaccinés, c'était pas très bienveillant. Des phrases malencontreuses comme celle-ci, Emmanuel Macron en a eu beaucoup. On retourne 4 ans auparavant de l'autre côté de la rue. J'ai 25 ans, il n'y a rien que... Mais attendez, je ne peux pas m'occuper de chacun, mais je donne des solutions pour que chacun puisse en trouver. Ouais. Vous êtes inscrit à Pôle emploi ? Ouais, Pôle emploi, il reste à tout. Et vous non. Il n'y a rien. Et j'ai beau envoyer des CV, lettres de motivation, ça fait rien. Mais vous voulez travailler dans quel secteur ? De base, je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les mairies, ils ne prennent pas. Mais si vous êtes prêt et motivé, je veux dire, dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Pas un. Ouais, d'accord. Non, mais c'est vrai. Donc, si il y a des métiers qui nécessitent des compétences particulières. Ouais, quand les gens ne les ont pas, on les forme, c'est pour ça qu'on investit. Mais après, il y a des tas de métiers, c'est aussi... Il faut y aller. Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ouais. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Je donne mon CV, il ne me rappelle jamais. Non, mais Vous faites une rue, là, vous allez à Montparnasse, par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés, les restaurants. Franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment. Donc allez-y. Entendu, merci. Merci à vous. Voilà, là on est en 2018, on est 1 an après son élection, c'est-à-dire que ce sentiment de déclassement que l'Hexagone, les Français connaissent probablement depuis est déjà présent et amplifié par cette relation directe qu'il établit peut-être avec les citoyens, mais que beaucoup entendent comme teintée de mépris ou d'une forme d'arrogance. Alors est-ce que c'est involontaire, inconscient ? Vous parliez de confrontation au pouvoir, Nicolas Domenech. En tout cas, il ne s'en est pas rendu compte pendant des mois et des mois, et même un peu plus. Et quand je me souviendrai toujours d'un échange avec sa femme, Brigitte, je lui disais, écoutez, j'en peux plus de ces petites phrases qui m'écorchent les oreilles et le cœur. Il faut qu'il comprenne que
il y a les gens ne sont pas rien, que les gens sont quelque chose et que quand ils leur parlent de manière comme ça aussi inconsciemment méprisante, ça ne passe pas. Et à ce moment-là, elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit, commencez par dire aussi des choses dures concernant les gens d'en haut, parce que jusqu'à présent, c'était toujours les gens d'en bas dont il parlait. Par exemple, que celui qui s'en met plein les poches, c'est pas possible. Quelques jours plus tard, dans le journal du dimanche, il y a eu un petit écho disant le président de la République est très fâché contre le patron de Carrefour qui est parti avec un parachute en or et un parachute d'argent, un parachute dorsal et un parachute ventral. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'on évoquait, c'est-à-dire que c'était pas seulement le président des riches, parce que Sarkozy l'était aussi, c'est qu'il était devenu le président du mépris. Et donc ça, c'est difficile parce que c'est une étiquette qui colle. Alors, je dirais que les autres politiques... Oui, parce qu'on se souvient quand même, de François Hollande et les Cendants, on se souvient de Sarkozy et son Karcher, c'est des petites phrases qui marquent aussi la fracture et qui n'ont pas été oubliées, qui ne sont pas le propre d'Emmanuel Macron. Oui, bien sûr. De toute façon, il y a un sentiment global que tous les hommes politiques ne s'occupent pas des gens comme nous et sont parce qu'ils ne sont pas comme nous. Parce qu'ils ne sont pas comme nous. Ils ne comprennent pas ce que nous vivons. Donc ça, c'est une constante. Mais si vous prenez l'exemple de François Hollande, il n'était pas considéré comme spécialement proche des riches. Il n'était pas considéré comme faible avec les puissants. Et donc, ces quelques phrases, effectivement, de mépris aussi à l'égard de la population sont passées au second plan, si vous voulez. Alors qu'Emmanuel Macron, c'est venu en écho à un certain nombre aussi d'éléments de sa politique, et notamment la suppression de l'impôt sur la fortune. Et donc, à un moment, les choses font système, et les gens se disent, c'est bon, j'ai décrypté qui il est, et ce qu'il est. Et en fait, c'est quelqu'un qui vit dans les hautes sphères et qui ne comprend pas les gens comme nous. Et je pense que longtemps, il s'en est pas rendu compte. Ce rejet, cette haine, cette défiance que vous évoquez, Chloé Morin, et qui ne vaut pas donc que pour Emmanuel Macron, mais vraiment à l'égard des politiques aujourd'hui, est-ce que ces sentiments que nous éprouvons envers nos élus sont si irrationnels à vos yeux? En tout cas, ils le sont en partie. Je prends l'exemple du meeting de Valérie Pécresse hier. C'est vrai qu'il a été considéré par l'immense majorité des commentateurs et sans doute des gens qui l'ont vu comme raté, parce que c'est une opération de communication qui ne passait pas, ça sonnait faux en quelque sorte. Et c'est là qu'on mesure à quel point le pouvoir de l'image, de l'émotion, du geste est devenu fort dans notre jugement politique global en comparaison du pouvoir du texte, des propositions de fond, etc. Et aujourd'hui, ça a envahi en fait tout l'espace. Donc quand Marine Le Pen communique sur ses chats, quand tel ou tel ministre communique sur sa vie privée, etc., ça devient la note majeure et on les juge avant tout sur ça, de plus en plus. Et on les juge de moins en moins sur leurs actes, sur leur bilan et sur leurs propositions. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on mériterait de mettre un peu plus de raison dans nos jugements politiques. Nicolas Doménac. Il y a un grand malentendu aussi, puisqu'on évoquait le meeting de Valérie Pécresse, il y a un grand malentendu sur le fait de fendre l'armure. Valérie Pécresse nous a vendu, et ses proches, pendant des jours avant le meeting, elle va fendre l'armure, elle va dire qu'elle est la femme, mais il y a un grand malentendu, c'est que les Français n'attendent pas forcément qu'on en sache plus sur l'amour qu'elle porte à son mari, à ses enfants, à ses cousins, à ses petites nièces, etc. Mais au fond, ce qu'on attend, c'est de savoir comment elle vit la France, comment elle ressent ses racines, comment est-ce qu'elle en tire et qu'est-ce qu'elle en tire sur le futur. Et hélas, celui qui fait ça, c'est Éric Zemmour, qu'il nous raconte quelque chose où il mêle les tripes de ce pays et puis le cerveau et une projection que je déteste. Mais face à ça, c'est pas de savoir si elle aime son mari ou pas, Valérie Pécresse, qui nous importe. C'est quelle est la France qu'elle veut, qu'elle incarne, qu'elle porte, qu'elle transcende. C'était terrible ce contraste en même temps. Alors c'est vrai que l'image, c'est une interprétation d'image, moi, qui me
qu'ils font eux-mêmes, les politiques. Ils ont aussi leur part de responsabilité, mais c'est vrai que nous-mêmes, on attend du spectacle et on a tort de pousser au spectacle. Je suis la femme à abattre, déclare-t-elle Valérie Pécresse dans le journal du dimanche paru hier. Chloé Morin, vous racontez que la candidate LR redoute plus que tout que lui tombe dessus une affaire à la Fillon, une affaire qui serait même inventée. Alors on comprend le poids que ça peut représenter pour un homme ou une femme politique aujourd'hui, le risque de trébucher et de tomber sur des casseroles qui auraient pu être sorties, voire complètement imaginées, je ne sais pas. Mais là encore, tout ça alimente cette bulle du tous pourri qui s'est créée avec les années. Et vous ne pouvez pas dire que c'est jeter l'anathème sur nos élus, parce que beaucoup ont été directement condamnés, que ce soit Tapie, que ce soit Cahuzac, que ce soit Fillon, ou encore les Balkany qui font la une de l'actualité en ce moment. Bien sûr, et c'est normal et c'est sain que lorsque des élus enfreignent la loi, ils finissent par être poursuivis. Longtemps, ça n'a pas été le cas. Il y a quelques petits exemples dans le livre sur les valises de billets. Longtemps, la politique a été opaque et il faut se féliciter que les choses soient en train de s'assainir. Il y a eu pas mal de lois de moralisation et de transparence qui sont passées, ne serait-ce que dans les 10 dernières années. Le seul point sur lequel j'attire l'attention, c'est que ça n'est pas parce que des élus sont condamnés que tous les élus sont pourris. Et nous, on y voit, à chaque affaire Balkany, chaque affaire, peu importe, on y voit la preuve que les élus sont pourris. Alors que moi, je pense qu'il faut plutôt y voir la preuve que le système judiciaire fonctionne. Et que finalement, aujourd'hui, et de plus en plus, alors il y a toujours des progrès à faire, mais de plus en plus, la justice rattrape aussi les puissants. Et l'immense majorité des élus ne sont jamais condamnés. Donc, j'invite à faire la part des choses entre ceux qui n'auront jamais de problème avec la loi, mais qui sont jugés pourris parce qu'on les met dans le même sac que les autres, et puis ceux qui sont poursuivis et punis, et ça c'est tout à fait normal. Et sur Valérie Pécresse, c'est vrai qu'elle dit qu'elle s'attend à des boules puantes, à ce qu'on sorte des affaires, voire qu'on en invente. C'est surtout en écho, je crois, à deux choses. D'abord, ce qui est arrivé à François Fillon, puisque les affaires de François Fillon ne sont pas sorties toutes seules. Donc j'imagine qu'elle y voit une instrumentalisation politique à un moment donné. Et puis surtout à son parcours personnel, puisqu'elle relate dans le livre 2 exemples, dont un où ses adversaires politiques ont inventé de toutes pièces une affaire pour la faire tomber. Donc je pense que lorsqu'on a vécu ça, forcément on devient un peu méfiant. C'est le jeu politique et il est particulièrement violent aussi, peut-être, Nicolas Doménac. Mais il faut imaginer comment tout ça est perçu de l'autre côté du téléviseur aussi. Et alors, il faut aussi que les politiques, ils ne peuvent pas tenir deux discours. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas dire il faut toujours plus de fermeté et des jugements implacables pour ceux qui enfreignent la loi, ça on entend bien. Et quand la justice touche l'un d'entre eux, quel que soit son camp, il crée au scandale. C'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est pas possible, au fond, d'avoir cette réaction-là. Je veux dire, il faut s'incliner. S'ils demandent de la justice sévère pour tous, elle est sévère pour eux aussi. Voire pour eux d'abord, parce qu'on exige d'eux un comportement toujours plus exemplaire. Du coup, dans ce tous pourri, Chloé Morin, ce discours, vous dites, en plus d'être faux, parce que c'est évidemment pas le cas, il est surtout très contre-productif, parce qu'il décourage ceux plus vertueux qui pourraient avoir envie de se lancer en politique. Si les dégoûtés partent, il ne restera plus que les dégoûtants, dites-vous, en substance. Vous vous faites quand même l'avocat de ces hommes et de ces femmes politiques qui choisissent d'y aller, de s'y rendre. Pourtant, vous y avez goûté un peu et vous semblez pas du tout convaincu ou prête à y retourner. Non, mais j'explique un peu pourquoi au fur et à mesure du livre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire de la politique. Vous avez été dégoûtée ? Pas totalement, puisque j'en fais à ma façon en écrivant des livres, mais si vous voulez, il y a plusieurs aspects qu'on pourrait aborder, mais on a abordé un petit peu l'exposition de la vie privée.
aujourd'hui, lorsque vous êtes élu, même maire d'une petite ville, vous pouvez avoir vos électeurs qui viennent regarder dans votre jardin, qui vous recevez pour un barbecue. Les gens regardent où est-ce que vous mettez vos gosses à l'école, parce que si vous les mettez dans le privé, vous comprenez, vous êtes un hypocrite. Ils regardent si vous êtes pauvre ou si vous êtes riche. Si vous êtes pauvre, c'est pas bien, parce qu'en fait, ça veut dire que vous savez pas mener votre barque, et donc forcément, vous saurez pas gérer la ville. Mais si vous êtes riche, c'est pas bien non plus, parce que vous comprenez, il faut pas être riche, c'est pas bien non plus. Donc, si vous voulez, il y a une espèce d'invasion de la vie privée qui, à mon avis, fait fuir pas mal de gens. Il y a un autre aspect qui est la rémunération. Aujourd'hui, les élus, dans leur immense majorité, ne sont pas tellement rémunérés. Et alors qu'ils passent énormément de temps à leurs tâches. Et c'est une somme de petites choses qui font que, globalement, je pense que ça décourage pas mal de gens qui se disent « Pourquoi est-ce que j'irai prendre des coups pour une rétribution symbolique et une reconnaissance de la société qui est finalement pas si grande ?» Et c'est pour ça qu'à la fin, je dis, soit vous avez au final des gens qui seront des saints, qui ont un esprit de sacrifice au nom de l'intérêt général très développé, soit vous avez des pourris qui sont tellement avides de pouvoir que eux savent surmonter tous les obstacles et pour rester au pouvoir. Et les gens normaux qui veulent pas non plus se sacrifier totalement vont se détourner de cette vocation-là. Voilà, et vous insistez sur la dureté du job pour beaucoup d'élus locaux, notamment pas très bien payés, doublés d'une crise d'efficacité de l'action publique, réelle ou fantasmée. Chloé Morin, si nous avons le sentiment que les élus ne peuvent pas grand-chose, bon nombre d'entre eux aussi partagent ce constat. Rappelez-vous, eux qui se voient en partie impuissants face à certaines situations aujourd'hui. Est-ce que ça c'est nouveau pour vous, Nicolas Doménac, qui suivez depuis quelques années la vie politique française? Merci de le rappeler. De nombreuses. Est-ce que par exemple, ce dévoilement de la vie privée, est-ce que c'est récent en France? Est-ce que ça nous vient des États-Unis? Est-ce que ça implique une autre manière de faire de la politique aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a un dévoilement, c'est vrai que ça vient des États-Unis. Il y a autre chose qui est liée, qui est compliquée, c'est le traitement journalistique des politiques. Il y a eu une période de connivence qu'on connaît dans l'histoire, bien évidemment, entre les journalistes et les hommes politiques. Mais là, on est passé très souvent maintenant, au fond, à une traque de l'homme politique qui est suspect par définition et une façon pour un certain nombre de journalistes de se faire une probité en s'essuyant les pieds sur les journalistes. Moi, ça me sidère assez souvent, alors que, moi j'ai essayé par exemple de discuter avec les antivax à plusieurs reprises, c'est terminé par un fiasco total parce qu'il m'expliquait que nous, les journalistes, les politiques, nous étions pourris et nous étions tous ensemble au fond nous participons d'une opprobre collective. Donc c'est pas en s'essuyant les pieds sur les politiques qu'on arrivera à se rendre plus propre, quoi. C'est en faisant son métier aussi de manière plus travaillée, peut-être sur le fond et non pas forcément sur les formes. Je trouve que le journalisme ironique, au fond flingueur, est une façon de se flinguer soi-même et de s'assassiner. Vous étiez à l'époque sur une chaîne privée, le débatteur, le contradicteur d'Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui à la politique? Là, on est en 2022. Qu'est-ce qu'il incarne par rapport à ces mondes que vous décrivez l'un et l'autre? Alors là c'est compliqué parce que moi, je suis passé complètement à travers. Je ne croyais pas que Zemmour ferait de la politique. Vous ne croyez pas non plus qu'Emmanuel Macron allait y aller et qu'il allait devenir président? Il faut savoir qu'on peut faire des erreurs, ça aide. Mais c'est parce que nous en avions parlé il y a 2 ans de cela, et nous étions tombés d'accord sur le fait qu'il ne pouvait pas y aller parce qu'il avait beaucoup plus d'influence en étant hors politique, qu'il gagnait beaucoup trop d'argent en étant hors politique, et qu'enfin sa vie privée risquait d'être étalée sur la place publique. Il m'a dit oui, c'est exactement ça, je n'irai pas. Bon, il a changé d'avis. Est-ce qu'il est devenu complètement un homme politique? Je ne suis pas encore complètement persuadé. Il est devenu un candidat à la présidence de la République. Est-ce qu'il va faire un parti comme il le dit? Est-ce qu'il va, au fond, faire vivre... On voit bien qu'Emmanuel Macron n'est pas arrivé à faire vivre un parti. Je veux dire, on ne devient pas homme politique non plus totalement. C'est pas un chemin, c'est pas la même chose. Mais il est devenu candidat à la présidence de la République et quand je le croise, c'est un autre personnage. Il est habité.
il touche plus terre, quoi. Il marche sur l'eau. Enfin, il est plus du tout. On peut plus discuter avec. Enfin, il n'y a plus de contradiction qui l'assaille, plus de doute, certainement pas. Donc ça fait des paramètres différents, quoi. Il est ailleurs, quoi. Voilà, on a les politiques qu'on mérite aussi, peut-être, avec cette figure qui est arrivée sur la scène politique, Éric Zemmour, quand même, de manière assez rapide et fulgurante. Chloé Morin, est-ce qu'il est le produit aussi de ce que vous racontez, de ce que vous avez cherché à comprendre, de cette fracture? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il ne cesse de dire que lui n'est pas un politicien. Donc il essaye de marquer cette rupture que Emmanuel Macron avait cherché à marquer aussi avant lui, mais que tout nouvel entrant dans le jeu politique cherche à marquer. Si vous voulez, les politiques sont tellement détestés que la première chose que vous devez dire, c'est « je n'en suis pas un » lorsque vous rentrez en politique. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est un discours qui nécessairement nourrit le sentiment anti-politique. Et à un moment donné, le dégagisme vous rattrape. C'est-à-dire, c'est ce qui arrive à Jean-Luc Mélenchon et aux scores qui lui sont donnés aujourd'hui dans les sondages. C'est à un moment donné, les dégagistes deviennent les dégagés. Et c'est pour ça que je pense que c'est une spirale qu'il faut enrayer et que les politiques eux-mêmes ont tort de participer à cette critique globale du monde politique. Ils devraient essayer d'être plus... de pas essayer de se sauver sur le dos de leurs petits camarades. Et Éric Zemmour, au fond, c'est un des exemples que je cite dans le livre, mais il y en a bien d'autres. Il faut bien voir que les politiques que l'on a, c'est ceux qu'on a élus. Il n'y a pas eu de complot, il n'y a pas eu de coup d'État. Donc, quand il y a des monstres, ce sont les nôtres. On les a élus. Je prends l'exemple des Balkany. Ils ont été élus et réélus malgré leurs affaires, etc. Donc, c'est bien nous que ça questionne au bout d'un moment et notre rapport au pouvoir. Et c'est ça qui est intéressant parce que Éric Zemmour, il n'existe pas par la grâce des médias. C'est pas vrai. Enfin, les sondages peuvent éventuellement se tromper sur le niveau auquel il est. Mais enfin, c'est un phénomène politique. Et ce phénomène politique, il existe grâce aux citoyens qui croient en lui. Et donc, à un moment donné, la responsabilité citoyenne est centrale. Mais grâce aussi à un citoyen, on en revient à toute votre analyse aussi, Nicolas Doménac, avec Maurice Safran, dans Macron, pourquoi tant de haine? Grâce à un citoyen aussi qui, depuis 5 ans, a vécu, ressenti cette fracture, ce divorce entre lui et la présidence sociologique, culturelle, et qui aujourd'hui projette en Éric Zemmour, qui pourtant peut avoir une rhétorique par moments similaire. Il n'a pas su, et c'était pourtant de ses engagements, le président de la République, réinventer notre démocratie. Le défi était immense, cela étant. Mais bon, on ne peut pas dire qu'il s'y soit attelé. Tous les engagements, d'ailleurs, qu'il avait pris, notamment auprès du MoDem de François Bayrou, que ce soit la proportionnelle, par exemple, la Banque de la démocratie, il n'en a tenu aucun, quoi. Et à chaque crise, en plus, j'évoquais les syndicats tout à l'heure, il y avait un moyen de s'en sortir en prenant la main que tendait la CFDT, qui était, je le rappelle encore une fois, le premier syndicat de France. C'est devenu un syndicat participationniste, si j'ose dire. Et on a tourné le dos aussi à ça. Du coup, les situations se sont encore plus envenimées. Le poison de la défiance envers toute décision prise s'est répandue un peu partout. Et maintenant, c'est difficile de rétablir une promesse démocratique. Ça va être très très dur, et c'est d'autant plus dur que les partis qu'on évoquait ont abandonné leurs responsabilités dans l'élaboration et le choix des candidats, l'élaboration des programmes, l'élaboration du futur, la pensée du futur, et puis le choix des candidats, au fond, dont ils se délaissent, soit sur des primaires plus larges, soit, au fond, dans des non-compétitions pour le choisir. Vous revenez l'un et l'autre dans vos ouvrages sur ce renouvellement promis, attendu, mais qui s'est peu réalisé avec ces nouveaux députés qui sont entrés au Parlement dans les pas ou dans le sillon d'Emmanuel Macron. On peut parler de ce qui serait à imaginer, mais Chloé Morin, il faut déjà conclure. Qu'est-ce que la séquence des Gilets jaunes a montré? Elle a fait trembler au plus haut. Est-ce qu'elle a fait plus de mal qu'on l'imagine aussi? En termes de quoi? De rapport aux politiques? Oui, je pense que c'est un symptôme de la désagrégation de notre progressif, de notre démocratie. C'est-à-dire que
Le risque que l'on a, c'est qu'un nombre croissant de gens n'empruntent plus aucune des voies de la démocratie habituelle, c'est-à-dire le vote, mais aussi l'acceptation du débat parlementaire, l'acceptation de passer par les syndicats pour protester, etc., etc. Et que ça dessine un pays où l'élite, ou en tout cas le leader, est seul face à la foule. Et donc c'est un pays qui est ingouvernable. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Nicolas Doménac, co-auteur avec Maurice Safran de Macron, pourquoi tant de haine chez Albin Michel. Merci Chloé Morin. Merci. Autrice de On a les politiques qu'on mérite chez Fayard. Je voulais garder 2-3 minutes pour donner une pensée aussi pour une grande dame du droit qui nous a quittés ce week-end, une professeure honoraire au Collège de France, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, la juriste Mireille Delmas-Marty, qui est décédée samedi à 80 ans. C'était une femme petit format, toute gracile, qui savait donner de la voix sans monter sur ses grands chevaux pour défendre valeurs et libertés, jouant à saute-mouton avec les frontières, comme le Petit Prince dont on vous parlait dans la première partie de la Grande Table. Elle plaidait pour un changement de regard sur la mondialisation, pour un nouvel humanisme juridique, comme dans sa leçon de clôture au Collège de France, une boussole des possibles donnée en 2011. Terrorisme ou virus, nous avons besoin d'une boussole commune, nous disait-elle encore autour de cette grande table des idées il y a 2 ans. L'anticipation, c'est prendre conscience du fait que la communauté mondiale, qui n'existe pas encore, mais qui est en émergence, qui est en gestation, ne peut pas se construire seulement sur le passé, puisqu'il n'y a pas d'histoire commune entre les peuples de la Terre. Mais en revanche, il y a un avenir commun. Au fond, il y a une communauté de destin, en quelque sorte. Et là, ce qui est intéressant, c'est de savoir vers quel destin nous allons. Autrement dit, quels sont les récits d'anticipation entre lesquels il nous faudra choisir. Nous pouvons aller vers, effectivement, le grand effondrement si on ne fait rien pour arrêter l'épuisement des ressources, ce que les écologistes appellent les transgressions des limites planétaires. Mais quelle réponse donner? On peut hésiter entre, je dirais, le tout asservissement, c'est-à-dire l'organisation d'un ordre extrêmement rigide et contraignant. C'est un peu, au fond, le modèle que les Chinois ont utilisé face à la pandémie. Les individus sont traités comme des objets. Donc il nous reste à trouver une troisième voie, qui serait, au fond, la voie d'une responsabilité consciente et qui prendrait les décisions de renoncement à certaines facilités pour continuer ensemble l'aventure humaine. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. On ne peut pas construire cette communauté future uniquement sur la peur. Voilà, la voix tremble, mais ni les idées, ni la détermination de cette grande juriste, Mireille Delmas-Marty, décédée ce week-end. Elle répondait à la question « Comment affronter l'inconnu et continuer à vivre dans une époque imprévisible ?» Merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Auriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, à Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des Idées, à la réalisation Thomas Beau, avec aujourd'hui Grégory Wallon à la technique.